J'invite maintenant Monsieur Jacob à nous rejoindre. Monsieur Jacob, donc président d'Handidactique et auteur du rapport sur l'accès aux soins, comme l'a précisé tout à l'heure Prinio Frare, et à la santé des personnes handicapées en 2013. Bonjour, je suis extrêmement ému d'être avec vous aujourd'hui et je voudrais dédier tout particulièrement mon intervention d'aujourd'hui à une personne qui a rejoint Romain, mon fils qui est décédé, avec qui nous avons beaucoup travaillé sur l'accès aux soins et sur le film qui a été fait. C'est notre chère amie Valérie Cassel, fille de Suzanne Cassel. Et je voudrais lui dire qu'on l'embrasse très fort et qu'on avait eu énormément besoin de son travail, de son accueil. Et je voulais vous dire aussi que c'était l'occasion de lui rendre un bel hommage. L'accès aux soins des personnes handicapées, c'est quelque chose de relativement simple et vous allez voir que je suis réellement optimiste parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Nous sommes aujourd'hui, nous devons essayer tous de vivre ensemble et vivre tout bonnement avec les autres, aimer celui ou ceux avec qui on est bien, être belle, être beau pour se faire accepter par la société, avoir le choix de son propre destin, savoir se faire accompagner par la personne de son choix. Construire sa vie comme tout le monde passe pour tous et pour toutes par un bon accès aux soins. Je vais vous raconter une toute petite histoire. Rosine, agrégée de mathématiques, sur un lit, trachéotomisée, atteinte d'une maladie incurable, que j'avais sélectionnée parce qu'elle était tellement accueillante et gentille pour être filmée dans le film « Si tu savais » que nous avons fait, me dit « Tu ne me filmeras pas ». Et je lui dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Si tu fais des images avec moi, je n'ai plus de dents. Je n'ai pas été coiffée depuis longtemps. Personne n'a posé du rouge à lèvres sur mes lèvres. Et toutes les images que tu feras, on verra ma mocheté et on n'entendra pas ce que je vais dire. L'accès aux soins, c'est ça. » Alors aujourd'hui, on s'est tous mis en avant pour que Rosine ait des belles dents, du rouge à lèvres, et elle est sortie de son lit et elle est avec nous tous. Et on arrive à faire un travail fantastique avec elle. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est tellement normal de se trouver dans l'obligation de pouvoir vivre avec tout le monde, parce qu'il y a un deuxième phénomène qui est encore plus dur. C'est que lorsque nous ne sommes pas accueillis par la société, qui est le seul débouché de l'école de l'autonomie, eh bien, on abandonne ses soins. Et pourtant, l'école de l'autonomie doit avoir un débouché dans la société. Et si cette société n'accueille pas, si cette société n'est pas accompagnante, eh bien, la personne se décourage et abandonne ses soins. Et vous allez voir que c'est gravissime.
nous avons aujourd'hui, et je suis fier, monsieur le maire, d'être dans votre ville. J'avais entendu parler de votre charte de ville handicapée. Et vous avez été particulièrement remarquable sur les travaux d'accessibilité. Il y a encore du travail à faire sur la médecine de ville. Il y a un travail de fond à faire sur l'information, de savoir où on peut se faire soigner et comment. Et puis sur les liaisons avec les services centraux des villes plus importantes et des grands hôpitaux. En tout cas, bravo pour cette ville et bravo pour l'accueil que vous nous faites. Je voudrais remercier aussi des gens que j'aime depuis si longtemps, avec lesquels je travaille. C'est les gens du groupe de la fédération de la FEGAPI, qui n'ont jamais cessé de travailler pour trouver un mieux-être à toutes les personnes handicapées, à tous nos enfants. La FEGAPI, elle est née avec un homme qui était de cette région, puisque c'était Pierre Matt, qui était d'Alsace. Et Pierre était très soucieux. Et avant de partir, il m'avait dit, surtout, Pascal, n'oublie pas l'accès aux soins. Eh bien, on a essayé de ne pas l'oublier et on a fait un travail avec les personnes de la FEGAPI, ceux qui sont devenus de la FEGAPI, mais avec ceux qui y étaient avant. Et je pense à Muriel, avec qui nous avons travaillé depuis si longtemps sur ce sujet, que ce soit à Lyon, au ministère et ailleurs. Et aujourd'hui, Guy Agès, qui n'est pas encore arrivé, est un exemple de ce que l'on pourra faire. On a travaillé beaucoup avec lui sur l'accès aux soins et la FEGAPI a été un acteur extrêmement important du rapport. Qu'est-ce que nous dit ce rapport, en fait? Il nous dit une chose qui est incroyable. On a oublié le handicap dans la santé. On l'a oublié dans la formation, on l'a oublié dans toutes ces dispositions, et y compris même celles qui leur étaient destinées. Comment on peut accepter, sachant qu'une personne handicapée sur deux est atteinte d'une maladie chronique, que 75% d'entre elles ne sont pas ou peu soignées? Comment peut-on aujourd'hui accepter que 70%, et ça s'aggrave, des adultes handicapés nous annoncent qu'ils abandonnent tout ou partie de leurs soins courants? Comment peut-on accepter que lorsque l'on découvre une tumeur sur une personne valide, elle a une taille en moyenne de moins de 3 mm, et lorsqu'on la découvre sur une personne handicapée, elle a une taille en moyenne de plus de 4 cm? Comment peut-on accepter qu'il faut aujourd'hui, pour soigner les personnes handicapées, 4 fois plus de journées d'hospitalisation? On va essayer de comprendre comment, pourquoi, et on va essayer de savoir comment on peut y remédier. Première chose qui me paraît extrêmement importante, c'est que, et je voudrais le dire d'emblée, ce n'est pas une personne qui va réussir, ce n'est pas un groupe qui va réussir, c'est tous. Il n'y a pas de possibilité de trouver de solution à l'accès aux soins des personnes handicapées si tout le monde ne se met pas ensemble au travail. Ce ne peut pas être l'hôpital qui résout seulement le problème. Ce ne peut pas être le médico-social.
Ce ne pourra pas être la médecine de ville, mais les trois ensemble. Et je vais vous inviter à ce que ce travail-là soit la continuation de l'effort fait par toutes les associations autour du rapport sur l'accès aux soins. Ce rapport sur l'accès aux soins où nous avons simplement rappelé les faits communs, les oublis. Et quand nous l'avons remis à Mme Touraine et à Mme Carlotti, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Il y avait dans le même temps un autre rapport qui naissait et qui s'appelait la stratégie nationale de santé. Là, ma fureur devenait énorme. Comment est-il possible qu'on va encore une fois mettre à l'écart le handicap ? D'un côté, on fait un rapport sur l'accès aux soins des personnes handicapées et de l'autre côté, pour le reste des citoyens, on fait une stratégie nationale de santé ? C'est l'inverse qu'il fallait faire. Alors, je suis allé voir Alain Cordier. Alain Cordier, qui était le président de la stratégie nationale de santé, et je lui ai dit, est-ce que dans votre stratégie nationale de santé, vous prenez en compte les personnes handicapées ? Oh là là, quelle question! Et là, Alain Cordier m'a dit, tu enlèves le mot handicapé derrière personne, et ton rapport est le rapport de la stratégie nationale de santé. En fait, et grâce à Muriel, qu'est-ce qu'on a fait ? Dès que ces deux rapports ont été faits, on a fusionné ces deux rapports. On les a fusionnés parce que, et en plus, on faisait référence à la personne handicapée dans le dossier de la stratégie nationale de santé en disant d'elle une chose essentielle, c'est que la personne handicapée était et est l'éclaireur de ce qui se passera dans tout le reste de la société. Ce que l'on ne fera pas pour la personne handicapée, on le fera pour personne. Alors, ces deux rapports fusionnés sont aujourd'hui le socle d'une loi qui va être la loi de santé publique. Oh, certes, on n'en voit pas beaucoup le mot handicap. 60 fois le mot handicap y figure. Je pense que ça, c'est votre réussite. J'étais encore plus heureux, monsieur le maire, puisque je crois que vous avez été élu aux dernières départementales, d'entendre que tous les intervenants à la télévision, à la radio, ont dit le mot handicap au résultat des élections. Ça, c'est votre œuvre. C'est votre réussite. Pourvu que ça soit vrai dans le soin. Alors, nous allons donc avoir une loi, mais pour que cette loi puisse fonctionner, il a fallu essayer de faire une synthèse de ce rapport. Il a fallu savoir ce qui devait être pour tous et ce qui devait être spécifique. La première notion que nous avons eue, c'était de se rendre compte que les professionnels ont subi une maltraitance incroyable à être obligés de soigner des personnes handicapées sans y avoir été formés. Je ne sais pas, je me rappelle avec Stéphane, on a travaillé ensemble sur d'autres dossiers, Stéphane Carnin. J'ai rencontré de nombreuses personnes d'hôpitaux. Vous avez vu un certain nombre de travaux qui ont été faits aux urgences. Vous avez vu ce qui se passe. Comment, quand le mot handicap n'apparaît pas dans la formation des acteurs de soins, on peut aujourd'hui
faire son travail correctement. Et je ne vous cache pas que celui qui veut essayer de soigner Clément, mon fils qui vit toujours, qui est infirme moteur cérébral et autiste, celui qui va arriver à le soigner, eh bien, il va falloir qu'il sache faire. Et il est bien démuni, à tel point que lorsque nous avons tourné le film sur le rapport, il y a une phrase qui nous a terriblement marqué quand un enfant à l'hôpital Robert Debré dit à son médecin « Ta peur me fait peur ». Et là, on s'est rendu compte que très souvent, les professionnels du soin découvraient le handicap quand ils y étaient confrontés par l'urgence. Comment voulez-vous qu'ils travaillent? Ça, c'est une notion fondamentale qui doit changer. Comment vous pouvez être un bon kinésithérapeute quand dans votre référentiel de formation pour devenir kinésithérapeute, vous passez 23 heures sur le handicap sur 4 ans et que ça ne touche que l'enfant et pas l'adulte. Je ne vous parle pas de toutes les autres professions encore plus assujetties au handicap qui là n'ont carrément rien. Cette formation, elle ne marchera que s'il y a une sensibilisation. Comment font nos confrères des pays étrangers? Eh bien, nos confrères des pays étrangers ont fait quelque chose d'intéressant. C'est que pour faire des études de soins, eh bien, on demande à tout étudiant de rencontrer le handicap avant de faire ses études. Car ça sensibilise, ça motive, et ça motive aussi d'apprendre à agir avec eux. Lorsqu'on a sensibilisé et motivé, la tête s'ouvre et on apprend. Comment vous pouvez imaginer qu'en 2004, on a lancé un module handicap, je n'ose même plus dire le prix que ça a coûté, et de savoir qu'il n'y a que 12 personnes qui l'ont suivi sur 35 000 étudiants. Il faut que, déjà, les professionnels n'aient pas peur. Il faut que, déjà, les professionnels sachent comment rencontrer Clément. Mais il faut aussi que les professionnels sachent qu'ils ne peuvent pas réussir tout seuls sans l'accompagnement autour de la personne handicapée. Et cet accompagnement, il faut qu'il soit dans la loi, et il l'est. Et ça n'a pas été facile. Cet accompagnement, il est essentiel. Un élément lourd du rapport, on s'est rendu compte qu'une personne handicapée sur 2 ne savait pas dire qu'elle avait mal, ne savait pas construire l'alerte aux professionnels. Et une personne sur 2, même certains, ne savent même pas qu'ils ont mal. Cette situation nécessite énormément de travail de la part des professionnels pour apprendre, pour se servir de l'accompagnement. Et non faire comme certains services qui ferment la porte aux parents et aux aidants qui rentrent. Je peux vous raconter l'histoire de Romain. Romain avait une simple crise d'épilepsie dans la voiture en partant un week-end un vendredi. Et je me dis, je vais quand même rentrer dans le plan incliné de l'hôpital pour qu'on lui fasse les tout petits soins qu'il faut pour arrêter ça. Et une infirmière avec un gros infirmier me prend et me dit, allez chercher les papiers. Il ne savait pas qu'il était IMC, épileptique. On m'a empêché de rentrer là où il était et c'était trop tard.
on l'avait intubé. On l'avait intubé parce qu'on ne savait pas ce qu'il avait, et qu'il avait une souffrance respiratoire, bien évidemment. Mais 2 ampoules de Valium auraient suffi à 4 €. Et là, il a fallu quand même 8 jours de réanimation pour enlever le tube. Est-ce que c'est de la faute des professionnels? Non. Ils n'ont pas été formés pour ça. Alors, c'est la deuxième notion, après l'accompagnement, il faut que l'information suive la personne. Et pour ça, il faut qu'on ait un carnet de santé. On va peut-être être le dernier pays d'Europe à avoir un carnet de santé d'information partagé. Ce carnet de santé doit suivre et imposer à tous les acteurs de savoir qui ils ont dans les bras, dans les mains, sur le brancard, et d'éviter des erreurs fantastiques. Qu'est-ce qui se passe sans ce carnet? Le carnet de santé, c'est la base d'un des points fondamentaux de la médecine d'organes d'aujourd'hui, c'est la coordination médicale. La coordination médicale, aujourd'hui, moi par an, avec Romain et Clément, nous avions 10 dossiers, un en neuro, un en orthopédie, un en gastro-entérologie, un en ceci, un en cela. Et qu'est-ce qui coordonnait tout ça? Ma femme et moi. Et vous croyez qu'on est capable? Absolument pas. Et vous savez ce que ce manque de coordination fait? C'est qu'1 tiers des personnes handicapées aujourd'hui meurent de iatrogénie, c'est-à-dire du mélange des médicaments. Ça fait un peu mal. Et c'est possible de l'éviter. Et nous sommes aujourd'hui dans un pays où il est tout à fait possible de coordonner. Nous avons dans le médico-social des gens extrêmement compétents. Et cette coordination, bon, elle est née dans différents pays en Europe. Je l'ai vue en Allemagne, je l'ai vue en Angleterre, je l'ai vue aux États-Unis, au Canada, en Argentine. Et c'est une pratique que nous ne pouvons pas ne pas avoir aujourd'hui dans le soin, et particulièrement dans le monde du handicap. Cette coordination peut être exercée par tous les acteurs qui sont les plus proches de nos enfants, car ils savent au quotidien beaucoup mieux que quiconque ce qui se passe. Et ils savent lire sur un visage la souffrance qui ne s'exprime pas. Et ils savent dire, ils savent raconter l'histoire qui va faire qu'on sera en capacité de soigner en gagnant énormément de temps. Mais cette personne qui va accompagner, il faut qu'elle soit acceptée par les professionnels. Et qu'au nom de je ne sais quelle loi, de quelle confidentialité, de quelle... Il ne faut pas confondre bêtise avec besoin d'accompagnement. Et qui reçoit la personne au moment où c'est le plus difficile? Le service d'urgence. Qu'est-ce qui se passe dans un service d'urgence aujourd'hui? Eh bien, il arrive des personnes qui, comme moi, ont appelé la médecine pour venir s'occuper de votre enfant polyhandicapé. Et quand vous appelez un vendredi à 16h un médecin pour venir s'occuper d'une personne polyhandicapée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans 99% des cas, on vous dit faites le 15. Je ne suis pas compétent.
Alors où est-ce que vous allez? À la seule lumière allumée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, vous arrivez aux urgences, et face à des gens qui ont un courage infini. Et là, vous attendez. On a même eu la chance, nous, de bien voir ce qui s'y passait, parce qu'on nous a fait attendre presque 36 heures. Comme ça, on a pu voir ce qui s'y passait. Et quel est le médecin qui va finir par prendre en charge votre enfant? Ben, ça va être le plus courageux. Et de temps en temps, c'est bien difficile à accepter. Et je remercie ceux qui sont en train de faire cet effort fantastique de transformer les urgences. Il est mis en expérience en France l'urgence mobile avec 2 personnes sous astreinte, sans avoir fait quoi que ce soit de nouveau et d'à part. C'est un médecin et une infirmière d'orientation, tous les 2 compétents dans le handicap, régis par le SAMU, qui vous permettent non pas de faire venir la personne, mais d'aller vers elle. Sur 360 interventions, il y en a 320 qui ne sont pas allés à l'hôpital. 320. Il n'était pas nécessaire qu'ils y aillent. Sur les 40 qui sont allés à l'hôpital, il y en a 32 qui sont allés directement dans les services et 8 qui sont passés par les urgences. Je ne vous parle pas de l'économie. Alors ça, je dois dire à chacun d'entre vous que toutes les expériences que nous sommes en train de voir sont absolument des bonnes pratiques. Et il faut que ces bonnes pratiques soient connues et mises en place partout. Et on aura l'occasion d'en parler sur d'autres terrains. Cette notion de bonnes pratiques aujourd'hui dans le domaine de l'urgence simplifiera complètement les problèmes et réduira les engorgements. Mais pour ne pas aller aux urgences, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de la prévention. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, cher Président. La prévention. Monsieur le directeur de l'ARS, vous en avez dit quelques mots. On a été oublié. Il y a 3 notions de prévention aujourd'hui essentielles pour le handicap. La première, c'est la prévention citoyenne. Et cette prévention, il n'y a pas. Mes enfants n'ont jamais eu. Comme ils n'ont pas de médecine du travail, comme ils ne sont pas... Il n'y a personne pour s'en occuper. Et le moment où ça arrive, c'est trop tard. Le moment où on voit. C'est le cas du cancer. 8 fois plus de cancer du côlon, 11 fois plus de cancer du sein. Savez-vous qu'il n'y a que... Enfin, en 2013, c'est vrai que c'est plus vrai. Il y a eu des progrès. Il n'y avait que 2 mammographes assis en France. Ça, c'est un gros oubli. C'est difficile d'accepter ça. Alors, cette prévention, il faut qu'elle ait un agenda. Et cet agenda, il doit être suivi par qui? Par la personne elle-même quand elle le peut, mais surtout par ceux qui l'entourent, par ceux qui l'accompagnent. Il faut que le médico-social, et ça a été le cas dès juillet 2013, après notre vote, le CNCPH s'est réuni pour voter à l'unanimité le fait que les soins courants et la prévention allaient être un cheval de bataille du médico-social. Cette notion d'agenda était
est indispensable. Mais pour que ça marche, il faut que la prévention soit adaptée à l'handicap, accessible et adaptée. Ce qu'il y a aujourd'hui de difficile, c'est que quand on est infirme moteur cérébral et qu'on a un problème de déglutition, ce n'est pas une radio tous les 4 ans qu'il faut, c'est une radio pulmonaire tous les ans. Parce qu'on évitera ce qui est arrivé à Romain, de se remplir les poumons parce qu'on déglutit mal. Et on s'en apercevra à temps. Et à la première primo-infection, eh bien, on décède en 21 jours en perdant ses 2 poumons. Cette notion de prévention adaptée au handicap, il y a des chantiers à mettre en place. C'est en train de se faire dans le monde de l'odontologie. On est en train de le faire dans le monde, pour le monde de la dermatologie. On est en train de travailler avec des équipes sur le pulmonaire. Et il faut que tout le monde s'y mette. La prévention, c'est aussi des actes quotidiens du soin courant. Et dans l'odontologie, aujourd'hui, nous avons un travail considérable, et vous rappelle ce que je vous ai dit en premier, l'histoire de Rosine. On ne s'occupera de son corps que lorsque son corps sera regardé par une société accueillante et accompagnante. Encore faut-il qu'il soit regardable, avec de belles dents. Et il ne faut plus entendre des infirmières vous dire « Ah, ça y est, il a une prise gastrique, une gastrectomie, on n'a plus besoin de lui brosser les dents. » C'est idiot, hein? C'est un problème de formation. Cette notion de prévention, elle est d'un autre ordre. Et là, je cherche des puissances de recherche et de bonnes pratiques. Je voudrais qu'on mette en place des protocoles sur les corps qui ne parlent pas. Que l'on sache. Alors certes, vous allez me dire, on avait tous un apprentissage facile, celui de nos bébés, mais le bébé, il fait une alerte, ce que ne fait pas de temps en temps la personne handicapée. Donc il va falloir se substituer à lui. Et ce travail que nous allons avoir sur les corps qui ne parlent pas va considérablement nous apprendre. C'est une bonne pratique, est aujourd'hui en train de se construire autour d'un centre de recherche que nous sommes en train de mettre en place à Garches, car nous en manquons cruellement. La troisième notion de prévention que je voudrais mettre en exergue aujourd'hui, et elle est terrible. Quand vous êtes avec votre enfant, tout petit, sur le tapis d'éveil, et que vous voyez mon fils Romain, tiens, il ne tient pas sa tête comme son cousin. Et là, on vous dit, mais non, faut pas, c'est pas grave. Il faut s'occuper de cet enfant dès le doute. Car aujourd'hui, nous perdons des chiffres indécents de temps avant un diagnostic. Comment vous pouvez supporter qu'on s'aperçoive vers 4 ans, 5 ans, des problèmes de surdité? Et il y a tous les moyens pour le faire. Simplement, c'est difficile. Comment, je ne vous parle pas de l'autisme, où quand on s'aperçoit de l'autisme à 5, 6 ans, on a perdu quasiment toutes les chances de permettre à cet enfant de vivre avec tout le monde. Parce qu'on s'en est occupé trop tard. Cette notion de diagnostic, elle part de notre difficulté à entendre ce diagnostic.
Vous savez, pour des parents comme moi, entendre que son enfant est handicapé, c'est terrible. Mais ce qu'il y a de plus terrible, c'est d'aller le dire aux autres. Alors, si on veut trouver la première marche d'un diagnostic qui tiendra debout, c'est de donner la main à tous les parents qui ont des doutes, à travers tous les organismes à l'école, dans les PMI, dans les crèches. Comment nous ne pouvons ne pas avoir de programme de diagnostic comme il en existe en Allemagne, comme il en existe aux États-Unis, en Suède, comme il en existe en Italie, dans la prime jeunesse de nos enfants qui ont besoin d'un secours, d'une éducation thérapeutique dès le début. Cette notion est indispensable. Et je sais que vous serez vous-même des acteurs fantastiques pour aider. Et monsieur le maire, ce n'est pas qu'un problème de sanitaire, c'est un problème de société. Le rapport a dit beaucoup d'autres choses, mais nous n'aurons pas le temps. Il y a plein d'initiatives, il y a plein de forces, il y a eu énormément d'énergie dépensée et c'est vous qui allez gagner ensemble. Mais quand une loi naît fort de tout ce qu'on vient de vous dire, il faut être capable maintenant de l'accueillir sur le terrain. Et c'est ce génial projet qui a été fait à l'île de la Réunion en premier lieu, qui a consisté à se dire, on fait une loi, mais on ne sait pas comment on va faire pour travailler ensemble parce qu'on ne se connaît pas. Et Chantal de Singly, la FEAP, la FEGAPI et d'autres, la FHF, la FHP, les URPS, le Conseil général, se sont tous liés les uns aux autres et ils disent, si on mettait tout en œuvre pour faire une charte sur l'accès aux soins des personnes handicapées, et ça, ils ont eu en plus la gentillesse, puisque c'était le premier voyage que je faisais après la mort de Romain, de l'appeler la charte Romain Jacob. Et je crois que cette charte, il va falloir, monsieur le directeur de l'ARS, la signer dans votre région. Fédérez vos équipes autour de vos pôles hospitaliers. Cette charte que vous avez là dans vos documents, que vous trouverez, elle a un énorme intérêt. D'abord, elle retrace l'ensemble des attentes des personnes en situation de handicap. Mais bien plus que ça, elle montre les signataires de ceux qui se sont engagés, jusqu'à la ministre. Et puis, pour être encore plus incisif, pour être encore plus compris, lisible, elle a été traduite en facile à comprendre. Et si vous avez un téléphone avec un flashcode, je ne sais pas si ça va marcher, j'ose pas, mais peut-être que l'imprimé est trop petit, eh bien, vous pouvez l'entendre en marchant sur ce flashcode, pour ceux qui ne voient pas ou qui n'ont pas la capacité de le lire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette charte ? Elle réunit tous les acteurs. Elle réunit tous les acteurs qui, aujourd'hui, doivent travailler ensemble pour réussir ce projet. Je ne vous cache pas que quand on l'a mis en place, quand on a voulu l'écrire, j'ai souhaité
que tous les acteurs soient autour de la table. Médecins, patients, parents, organisations, direction du médico-social. Et je dois dire que ce qui m'a fait le plus plaisir et qui me rend très optimiste, c'est que partout aujourd'hui, si vous allez sur le site Handidactique, vous verrez le nombre de régions qui sont en train de travailler dessus. Mathilde, combien y a-t-il de signataires prévus en Picardie à la fin de la semaine? Voilà. Je crois qu'on peut le faire. Et le fait de signaler, c'est fédérer. C'est l'occasion pour l'ensemble des professionnels d'être, encore une fois, sensibilisés, motivés à construire un accueil et une société accueillante et accompagnante. Et si vous avez besoin d'aide pour faire celle de votre région, Monsieur Habert, je viendrai volontiers. Il faudra qu'on travaille les uns avec les autres. Il va falloir qu'on s'informe. Il va falloir qu'on aide ceux qui ont envie de s'y mettre. Je voyais ce week-end à La Rochelle un groupe de médecins qui me disait « Le gros problème pour nous, c'est qu'on a fait l'effort, on est accessible maintenant, on a dépensé beaucoup d'argent, on s'est formé, on a fait ceci, on a fait cela, mais personne ne le sait. » Alors moi j'incite tout le monde que ceux qui ont fait se fassent connaître et que, comme on l'a mis à Marseille, on crée un réseau à partir du 15 qui permet à toute personne qui cherche des renseignements pour se faire soigner avec une personne handicapée de savoir où aller et ne pas se trouver dans un schéma avec des obstacles qui rendront impossible l'accès aux soins. Et ça, c'est des initiatives qui ne sont pas très difficiles à faire, mais c'est une réponse ô combien justifiée à ceux qui ont fait l'effort de devenir accessibles et de se former. Rien n'est plus terrible pour ces professionnels que d'avoir fait l'effort et de voir personne dans leur cabinet. Dans ce travail, il y a aussi la capacité d'aider. Et nous sommes dans une situation en France particulièrement difficile. 85% des personnes handicapées vivent dans le milieu ordinaire. On estime aujourd'hui que près de 11,5% de la population handicap n'est même pas connue par les MDPH. Et cette situation-là est en train de devenir une bombe pour notre société, car nous sommes en train de découvrir que 26 000 foyers existent avec une personne lourdement handicapée qui ne sont aidés que par des parents de plus de 80 ans. Et aucune région, aucune commune n'échappe à cette règle. Et là, nous avons un travail considérable à faire. Aider, permettre à ces personnes qui entourent d'être en capacité de continuer. Et pour ça, il faut un répit. Et pour ça, et c'est ce couple personne handicapée aidant qu'il va falloir prendre en compte, comme c'est pris dans certains pays. Et cette approche-là, elle ne viendra que de notre capacité d'être vigilant, d'être
des acteurs que les Américains appellent care, attentifs à l'autre, par le voisinage. Parce qu'il faut que nous arrivions ensemble. La santé, l'accès aux soins, c'est la santé de toute une société. Et ce n'est pas que d'un côté, pour ceux qui sont les plus démunis. Je voudrais en finir avec un élément essentiel. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait une loi qui est sortie de la stratégie nationale de santé et du rapport sur l'accès aux soins. Nous avons une charte qui s'installe pour réunir dans les régions les acteurs, pour accueillir la loi et être ensemble capables de la mettre en place. Mais rien ne serait possible de l'un ou de l'autre s'il n'y a pas une éducation à la santé. Elle est prévue dans la loi. Elle est prévue dans la loi pour tous. Et si c'est pour tous, il faut que ça soit aussi pour les personnes handicapées. Et il n'y a pas de raison que ça soit, encore une fois, à part. Cette éducation à la santé, elle ne sera possible que s'il y a une motivation des personnes à être en forme et à se soigner. Et pour ça, il faut que ces personnes soient en permanence dans l'école de l'autonomie. Nous avons là un travail considérable, les uns avec les autres. Je vois un travail fantastique se faire dans l'odontologie aujourd'hui. Et d'ailleurs, ces travaux sont merveilleux sur le monde de tous, puisque en 20 ans, on a réduit de 73% les caries dentaires. Comment se fait-il que ça ne soit pas le cas pour les personnes handicapées? Où nous sommes quasiment au taux d'il y a 20 ans. Donc cette éducation à la santé, c'est le troisième pilier. J'ai toujours vu des tabourets très solides à 3 pieds parce qu'ils étaient toujours stables. Eh bien, c'est probablement le moyen que nous ferons de trouver une loi qui tiendra. Moi, je voudrais vous dire maintenant que je suis résolument optimiste. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on ne le fait pas, on va vers des tonneaux de Danaïdes de dépenses, parce que notre système de santé pour la personne handicapée sera lourd, mais tout le système de santé, parce que ce qu'on ne fera pas pour la personne handicapée ne sera pas fait pour le reste de la société. Et nous en serons tous les complices. Servons-nous de nos enfants handicapés comme éclaireurs de cette société. C'est la meilleure voie. C'est celle qui va valoriser les professions. C'est celle qui va faire que le médico-social... On a fait des rencontres à Bordeaux du centre des urgences. On a emmené l'équipe de l'urgence dans les masses, dans les centres pour les maladies psychiques. On les a emmenés. Et la directrice m'a téléphoné il y a peu de temps. Elle me dit, tu te rends compte ? J'ai même le téléphone du directeur, le portable du directeur de l'urgence. Et on en a eu besoin. Tout s'est bien passé. Je crois que c'est possible. Mais en faudrait-il encore que nous le voulions tous pour que ceux qui vivent en monde ordinaire, pour ceux qui sont les acteurs de soins de ce monde ordinaire, pour ceux qui vivent dans l'hôpital, pour ceux qui vivent dans le médico-social, il faut qu'on arrive ensemble à faire que la fin de vie
de Valérie, de Romain, ne soit pas cette erreur incroyable, médicale. On va tous réussir et je vous promets que ça sera le plus beau sourire de notre société. Merci. Merci Monsieur Jacob pour ce témoignage exceptionnel et surtout très passionné. Je pense qu'il fait écho sans aucun doute à tous ceux qui sont professionnels et surtout parents, voire même les deux, j'en connais. Et je pense qu'à l'issue de ce magnifique plaidoyer, on a encore le temps pour quelques questions dans la salle. Donc il y a des micro-baladeurs, je pense qu'on peut y aller. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? C'est toujours difficile la première fois. Pas de questions, ça a été exceptionnel. Allez-y, un micro. Il y avait plus. Infiniment merci, Monsieur Jacob. Je suis très ému parce que je dois dire que ce que vous venez de nous donner, c'est une simple leçon de, comment pourrais-je dire, de rationalité, de simplicité et de joie de vivre. Merci infiniment. J'étais très inquiet que vous ne parliez pas de la prévention, parce qu'au fond, quelque part, vous avez terminé par la prévention qui me semble, comme vous l'avez indiqué, être peut-être un des éléments et un des pivots à partir desquels les renversements de paradigme pourront se faire. Et je vous en remercie infiniment parce que je crois que nous sommes un pays terriblement carencé sur ce sujet. Je voudrais juste que vous m'indiquiez et que vous me rassuriez sur le fait de dire que vous voulez renverser également l'idée de passer par le handicap pour faire une démonstration probante de l'efficacité de cette prévention, parce que les chiffres que vous avez donnés, moi les 4 mm et les... non, c'était quoi 3 mm et 4 cm, hein, me laissent absolument perplexe et il y a une incompréhension. Ce que je voudrais savoir, est-ce que vous estimez que l'investissement fait sur ce volet de la prévention, notamment à partir du handicap sur lequel vous avez beaucoup réfléchi, serait véritablement un objet aujourd'hui qui permettrait des économies en matière de santé dans ce secteur de façon importante? Merci beaucoup. Vous avez... j'aime pas beaucoup parler économie, en dehors de l'aspect humain de l'investissement de la prévention. C'est la prévention et l'investissement économique le plus rentable dans le monde. La prévention à la santé, c'est le plus rentable. Car dès qu'il n'y a plus de prévention, on soigne trop tard et on soigne plus cher. La prévention aujourd'hui, elle est incontournable. Et elle ne peut naître de deux choses, des soins courants et de la capacité d'avoir un vrai agenda qui fonctionne et qui soit surtout bien mené par les accompagnants et par toutes les personnes qui entourent. Moi, je suis aujourd'hui convaincu que nous allons très très vite avoir... Alors, la loi de santé a prévu énormément d'actes. Et notre ami Van Rockegel, qui a été un petit peu secoué par le rapport à certains moments, a quand même dit aujourd'hui, on a les moyens de le faire. Non, on les a, mais on ne les utilise pas. Ou alors on les utilise à tort pour d'autres personnes qui ne sont pas aussi prioritaires que ça. Alors, je crois qu'il est essentiel que cette action de prévention soit mise en place très vite. Elle va faire intervenir tous les acteurs. Elle va faire intervenir le médico-social, qui va être dans les CESAT, dans les SAMSA, dans
les masses, les femmes, tous les hébergements possibles. Elle va jouer un rôle important avec l'HAD. L'HAD est l'occasion d'une formation dans tous les lieux de logement de personnes handicapées en institution. Et à chaque fois que vous faites intervenir l'HAD, ça doit être l'occasion d'une formation à la prévention. Et il y a aussi le travail que fait les équipes de l'odontologie, c'est-à-dire le quotidien, et créer des réflexes chez les professionnels. Alors, ces réflexes, ils sont oubliés parce que l'encadrement n'a pas voulu les valoriser. Eh bien, ces réflexes, il faut les institutionnaliser dans les écoles. Et commencer, j'étais avec les équipes d'Unaforis, et on a décidé qu'on allait inverser la formation à Unaforis là-dessus, en disant qu'il ne fallait pas dire aux gens ce qu'il ne fallait pas faire, mais de leur dire ce qu'il fallait faire. Eh bien, on a testé, et nous avons des référentiels qui démarrent depuis le début du mois de septembre. Ça a complètement changé les choses. Et je crois que là, la prévention est vraiment quelque chose qui va nous fédérer. Et l'investissement, je vais vous donner un exemple. Dans l'Isère, nous avons mis en place des tarifications qui ont permis la prévention beaucoup plus rapide. On a divisé en 6 mois le nombre de journées d'hospitalisation pour odontologie. Voilà. Vous savez ce que coûte une journée? Voilà. On a encore juste le temps d'une seule question, parce qu'après, nous avons un programme chargé, comme je l'ai déjà dit. La dernière. Une petite question, la dernière. Quel est, d'après vous, donc on a bien compris, c'est merveilleux, enfin tout ce que vous décrivez, on le vit, on le connaît, et on est évidemment ravis d'avoir un rapport aussi édifiant et éclairant et plein d'espoir. D'après vous, quelle est l'instance qui peut accélérer le mouvement aujourd'hui? Parce qu'on a bien conscience qu'il faut de la coordination, il faut que les gens se rencontrent, il faut de l'information, il faut de la prévention. Qu'est-ce qui fait? Alors, j'ai bien compris aussi que ça va évoluer et qu'on y arrivera, bien sûr. Et puis, les parents seront en première ligne aussi, bien sûr. Mais qui peut mettre l'huile là-dedans? Qui peut faire accélérer la procédure? J'aime beaucoup votre question parce que non seulement elle est pragmatique et elle me fait très plaisir. Et il faut trouver quelqu'un qui a été créé pour réunir tout le monde. Pour réunir l'hôpital, la médecine de ville et le médico-social. Qui c'est? Devinette. Je ne vois pas très bien, là. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Habert? Vous ne pensez pas que vous êtes l'acteur primordial de cette action? Et vos équipes, vous avez à l'intérieur de votre grande région ce qui a été fait à Troyes, ce qui a été fait à Chalon-sur-Marne, Châlons-en-Champagne, pardon, ce qui a été fait à Lyon, ce qui a été fait à PACA, ce qu'on est en train de faire à Toulouse, en Picardie, à Lille. Alors moi, je crois qu'il faut aider votre ARS. Parce que je pense qu'il a été... C'est une idée extrêmement intelligente. J'espère qu'on n'a pas recréé à l'intérieur de l'ARS les tuyaux d'orgue qu'il y avait avant. Non, surtout pas. Il faut que, justement, tout le monde travaille ensemble. Et je pense que, moi, je trouve que l'ARS est probablement la star qui va pouvoir gagner cette réussite. Enfin, on peut les applaudir parce qu'ils ont commencé. Ils sont là et c'est une bonne chose.